c'était parfait, tu vois, être un jeune qui a 22 ans, t'es en CDI, tu peux acheter un appart, tu peux faire des crédits, et tu te lances tout de suite dans la vie, mais j'avais l'impression de me lancer dans une vie, mais qui n'était pas la mienne. Julien et Chloé sur le lit de l'hôtel, parti, habillés. Alors déjà, premièrement, j'aimerais que tu te présentes. Qui es-tu et d'où tu viens? Je m'appelle Julien Géloën, j'ai 26 ans. Ça me fait mal de dire 26 ans. Je comprends. J'aimais bien dire 22, 23 et tout ces années-là. Ouais, j'ai 26 ans, j'habite à Paris alors que je suis originaire du sud de la France, Nice. Si tu veux, aujourd'hui, ma vie c'est d'être influenceur sur les réseaux sociaux et aussi de faire énormément de musique. Et ma vie a changé il y a 2 ans en participant à Secret Story, saison 10. Julien vous remportez Secret Story 10. Et est-ce qu'avant de faire Secret Story, t'étais déjà DJ? En fait, ouais, j'ai commencé la musique très jeune. Si tu veux, ma maman chante à l'Opéra de Nice, elle m'a mis au piano vraiment quand j'avais 5 ans, tu vois. Okay. Mais au départ, je chialais, elle m'a mis au conservatoire de Nice, c'était une horreur. Les profs étaient super stricts, je détestais aller au cours de piano. Et puis petit à petit, je m'y suis mis en grandissant, je trouvais ça de plus en plus intéressant. Ma mère m'emmenait à l'opéra, je me mettais comme ça dans la loge, je regardais les musiciens. Donc j'ai fait, si tu veux, 8 ans de piano, après j'ai fait 2 ans de saxophone aussi au conservatoire. J'ai joué un peu dans un groupe de jazz et il se trouvait que j'avais 16-17 ans. Pour plaire aux nanas, c'était bien d'être un peu DJ, tu vois. Ouais, saxophoniste, c'était pas terrible quand même. Non, jouer du saxo, c'était pas cool. Mais moi j'ai kiffé, mais bon après, pour séduire les meufs, il fallait se mettre derrière les platines. Et puis c'était la grande période de les 3 DJ, tu vois. C'était David Guetta, Bob Sinclair, Martin Solveig. Et je voulais leur vie, tu vois. Je me disais, moi je veux faire des clips à l'autre bout du monde, je veux aller à Miami, je veux faire de la musique. C'était ça mon rêve, tu vois. Mais j'ai un père, chef d'entreprise, qui m'a dit, écoute Julien, tu feras rien tant que t'as pas de diplôme. Okay. Donc j'ai travaillé, j'ai passé mon bac, j'ai passé mon BTS. Suite à ça, mon BTS, il m'a emmené sur un CDI, je vendais des voitures. Et je continuais à faire de la musique le week-end, tu vois, mais j'ai jamais réussi à en vivre comme j'en vis aujourd'hui. Donc en fait, si tu veux, t'avais une vie tout à fait basique, enfin une bonne vie, une bonne situation quand même. Ouais, quand je vendais des voitures, j'étais bien, tu vois, j'avais 22 ans, je gagnais bien ma vie. J'avais une petite voiture de fonction, j'étais dans une bonne boîte qui marchait bien, à côté de chez moi. Tu vois, tout était vraiment cool. J'avais une situation, j'avais travaillé pour aussi, tu vois, j'avais fait des études, j'ai eu des bons résultats à mes examens, je me suis donné pendant mon alternance, j'ai essayé de ne pas louper un seul jour, j'ai jamais été malade. Et donc du coup, l'entreprise m'a pris en CDI et c'était parfait, tu vois, être un jeune qui a 22 ans, tu es en CDI, tu peux acheter un appart, tu peux faire des crédits, et tu te lances tout de suite dans la vie, mais j'avais l'impression de me lancer dans une vie, mais qui n'était pas la mienne. Tu vois. Donc le parcours classique, on va dire, tu avais un parcours tracé concrètement, ouais. Tu aurais pu directement... ouais, là je serais peut-être manager de ma concession, ou mon rêve ça serait peut-être d'être directeur de concession, ou d'avoir ma propre concession. C'était cool, tu vois, mon père était dans l'automobile, donc j'aimais bien les bagnoles, mais il m'aurait toujours manqué ce truc-là, je me serais dit, putain, j'ai pas essayé d'être DJ à 100%, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que cette vie, qui est pourtant une vie que beaucoup de gens ont, qui est une vie classique, ouais. Qu'est-ce qui fait que cette vie ne te suffisait pas? Qu'est-ce qui te manquait que tu trouves aujourd'hui? En fait, si tu veux, je me suis déjà toujours dit que c'était possible parce que ma maman est un bon exemple pour moi, si tu veux. Ma mère, elle gagne sa vie en faisant sa passion, qui est de chanter. Tu vois, elle chante à l'opéra, elle a des représentations, elle adore se maquiller, se déguiser, elle joue des rôles, tu vois, changer de personne, être quelqu'un d'autre, interpréter un spectacle, avoir un stress. Et je t'avoue, j'ai même fait de la figuration pour l'opéra, donc ma mère m'a vraiment mis là-dedans. Et je me suis dit du coup que c'était possible, tu vois. Et c'est ça qui m'a fait me dire, il faut que je persévère et que j'essaye de vraiment faire quelque chose d'intéressant. Qui serait vraiment en fait ce qui me ressemble, tu vois. J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire, ce que je serais capable de faire jusqu'à la fin de mes jours, et il n'y avait que la musique qui me venait en fait, et pas vendre des voitures. Et pourquoi du coup tu as fait les cours Florent? Alors les cours Florent, ça s'est fait après, si tu veux, c'était après Secret. Ok. J'avais envie d'apprendre aussi, si tu veux, parce que je me retrouvais des fois, après Secret, on organisait avec Darko, mon pote, on organise des meet-up, on se retrouvait face à pas mal de personnes. On se retrouve des fois dans des situations où on doit parler face à un certain nombre de personnes. J'avais fait des petites expériences en radio, j'avais fait des petits trucs par-ci par-là, et je me disais,
Et j'ai toujours ce stress, et j'aimerais bien réussir un jour à me retirer ce stress. Et je suis allé au cours Florent, et je t'explique le premier cours. Il te demande pas de marquer ton nom sur la feuille, il te dit, imaginez le nom et le prénom de la personne qui est à côté de vous. Et en fait déjà, donc à partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'en fait j'étais plus Julien Géloën, j'étais Mario Duboucher, que en fait ma collègue m'avait dit que je m'appelais. Elle avait donné aussi ma profession qui était pizzaiolo. Donc dès le premier cours, en fait, j'étais déjà dans un personnage, j'étais Mario le pizzaiolo. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est plus facile du coup d'être quelqu'un d'autre que toi-même à ce moment-là. Bah en fait, ça te permet de désinhiber un petit peu. Mais c'est aussi que dès le premier cours, en fait, bah il n'y a pas de... Tu retires un peu cette pression parce que tu te dis, bon bah en fait, je suis juste un être humain. Et je suis là pour partager des choses avec les gens autour de moi. Et premier cours, il te dit, bah vous allez marcher en rond, vous allez vous regarder droit dans les yeux, vous allez faire des oh, ah, suivant ce que tu as envie de faire. Donc t'imagines, j'arrive en face de toi, comme ça je te connais pas ni d'Adam ni d'Ève, je te regarde dans les yeux et je te fais oh, et toi tu me regardes et tu me fais ah, je te jure, c'est super gênant. Mais à la fin de ce mois de formation, je te jure que j'ai dû apprendre une pièce et tout, j'étais en binôme avec quelqu'un, on a dû faire une pièce, en plus j'étais torse nu, c'était un truc un peu de séduction où je voulais la draguer, elle me repoussait, mais avec un vocabulaire très soutenu et tout. Et bah à la fin de ce mois de formation, j'étais fier de moi, tu vois. Je me suis dit, bah voilà, maintenant, je me sentirai moins stressé. Je suis capable aussi, s'il faut, dans une soirée, de me mettre aussi dans la peau de quelqu'un d'autre, tu vois, de m'imaginer même moi un personnage, et tout en restant moi-même, ça me permet de, tu vois, de balancer mon stress et de prendre ça comme un jeu. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise dans plein de situations. J'encourage tous les jeunes à faire du théâtre, même si t'es pas forcément introverti, mais ça te permet de rencontrer des gens qui sont super cool. Les gens qui font du théâtre, je trouve que, bah, ils t'aident justement à t'ouvrir plus aux autres. C'est des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de découvrir des choses et qui aiment le contact avec l'humain, donc je trouve ça super intéressant. Je pense que le théâtre, ça peut aider tout le monde, même si tu veux pas devenir un acteur de pièce de théâtre. Mais pour vivre dans la vie de tous les jours, pour être sociable et peut-être justement arriver à avoir un meilleur pour éviter contact. de te renfermer, ouais. Je trouve que ça ouvre énormément. Et ouais, je mettrai mes enfants au théâtre, ça c'est sûr. Et maintenant qu'on a parlé de ta maman, parce qu'on a parlé quand même pas mal de ta maman, on va parler de ton papa, parce que j'avais vu, justement, t'en avais parlé, que ton papa est beaucoup plus âgé que toi. Ouais, c'est vrai. Et justement, je me demandais, est-ce que quand tu étais enfant, est-ce que ça n'a pas été difficile par rapport aux autres enfants? Est-ce que tu as ressenti ça en tant qu'enfant? Est-ce que tu as vécu des choses un peu par rapport à ça? Et qu'est-ce que tu en retires toi C'est une bonne question, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Écoute, quand j'étais enfant, j'étais habitué à ce que les gens disent ah, il y a ton grand-père qui t'attend. Alors que c'était mon père. Et je disais non, c'est mon père. Tu sais, j'étais un peu vénère. Je disais non, c'est mon père. Mais d'un certain côté, mon père c'était aussi mon grand-père. Parce que, en fait, il a eu 2 autres enfants avant moi, qui sont eux beaucoup plus âgés, qui ont environ 50 ans. Aujourd'hui, tu vois, mon papa il a 75 ans à peu près. Et en fait, il a déjà fait son rôle de père avec ces 2 enfants-là. Et ma mère, qui est une mère très possessive, très poule, voilà, je sais qu'elle est en train de regarder l'interview. Ma mère, en fait, elle avait même pas besoin de l'aide de mon père pour m'éduquer parce que vraiment, elle s'est focus à 100% sur moi. Et donc, du coup, mon père, bah, c'était un peu mon grand-père. C'est quand j'avais envie d'un truc, genre j'ai envie d'aller dans tel resto, j'ai envie d'avoir tel bonbon ou tel scooter, j'allais demander à papa et il disait tout le temps oui. Tu vois, c'est le grand-père que quand tu vois, tu sais que tu vas passer un bon moment, il va te dire oui et c'était cool. Alors après, vis-à-vis des autres enfants, je t'avoue que j'étais très indépendant très vite. C'est-à-dire que j'allais à l'école tout seul, j'allais au collège tout seul. C'était rare, je faisais pas en sorte que mes parents viennent me chercher, tu vois. Donc j'étais un peu le gosse qui sort en premier quand les portes s'ouvrent et qui part sans ses parents, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai rentré tout seul chez moi, j'habitais à côté de mes écoles à chaque fois, même dès le primaire en fait, mon école était collée à mon bâtiment, donc je pouvais aller de chez moi, mes parents me surveillaient du balcon. Donc j'ai jamais vraiment eu à confronter mon père à mes collègues, à mes amis d'école et comparer avec leurs parents à eux. Après c'est vrai que quand ils le voyaient en réunion parents-prof, pour eux c'est le grand-père de Julien quoi. Oui, bah oui. Voilà. Mais ça m'a pas gêné plus que ça. La seule chose c'est qu'aujourd'hui, mon père en fait il a vécu une espèce de fast life, tu vois. Il a commencé à travailler quand il avait 14 ans, il a donné beaucoup d'énergie. 69-70 ans, il a commencé à avoir un déclenchement de la maladie d'Alzheimer. Il a commencé à se fatiguer beaucoup plus vite. Et moi je me doutais pas que ça allait arriver aussi vite si tu veux. Donc je regrette un petit peu aujourd'hui de ne pas avoir passé assez de temps avec lui quand il était encore en forme. Il y a des dimanches matins où il me disait Julien viens on va faire du vélo parce qu'il était passionné de vélo. Il me disait viens Julien on va faire du vélo et je lui disais non je préfère rester au lit. Et bah tu vois si je pouvais revenir en arrière ces matins je me serais levé et je serais parti faire du vélo avec lui. Parce qu'aujourd'hui je rêverais qu'il soit à Paris et qu'on aille se faire une balade en vélo au bois de Vincennes. Ouais, pas de Vincennes, c'est sympa. Je sais pas ce qu'on peut faire là-bas, je fais pas de vélo au bois de Vincennes, mais bref. Non, je pense pas, non. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Bref, je sais pas, dans un bois, sympa, voilà. Tu vois, c'est juste ça qui me manque un peu. Donc,
dans la même idée de ton concept, si vous avez des parents qui sont un peu âgés, même si vous êtes dans l'âge où vous voulez les repousser et limite ne pas dire, faire comme si vous n'aviez pas de parents, profitez d'eux pendant qu'ils sont encore disponibles en pleine forme, parce que ça peut arriver à tout le monde, même aux personnes qu'on pense le plus en forme, du jour au lendemain, d'avoir malheureusement une maladie qui arrive ou un état de santé qui se dégrade, et on s'en voudra de ne pas avoir passé ces moments-là, parce que ça vaut tout l'or du monde et c'est très important, et c'est ce qui nous aide à nous sentir bien nous aussi maintenant, voilà, et nous sentir épanouis, c'est aussi passer du temps avec les personnes. Quand tu le vois, est-ce que tu as l'impression de faire là, à l'heure actuelle, ton maximum de ce que tu peux faire? Du coup, on peut toujours faire plus, je te dis franchement, on peut toujours faire plus. Après, mon papa, tu vois, aujourd'hui, donc il est placé dans un EHPAD depuis environ 2 mois. Okay. C'est une maison médicalisée qui est à côté de ma maison. Il y a ma maman qui va le voir tous les jours, qui prend soin de lui. Elle m'envoie des photos de lui quand ils font des... Parce que du coup, lui, il est dans le sud de la France. Moi, je suis sur Paris et lui, il est toujours chez moi où j'habitais avant, à Nice. Donc elle m'envoie des photos de lui, j'essaye, tu vois, de partager ces moments-là. Je redescends dans le sud beaucoup plus souvent qu'avant. Avant, je descendais environ une fois tous les 6 mois. Maintenant, je descends tous les 2 mois à peu près. Pour pouvoir avoir plus de contact avec lui. Maintenant c'est aussi délicat parce que quand je le vois, des fois il se souvient de choses, des fois il s'en souvient pas. Tu sais, c'est un peu triste quand tu vas voir ton papa et que il croit que t'es le voisin ou tu vois. Oui, ça doit être un choc, je pense, en tant que personne. Ouais, ça m'a fait bizarre. La première fois où il m'a vraiment regardé dans les yeux et il me reconnaissait pas, ça m'a fait vraiment très drôle. J'ai passé ce cap-là et malheureusement, j'avais déjà connu ça avec mon grand-père 1 an plus tôt, donc j'avais déjà appris à appréhender un peu cette maladie. D'ailleurs, la recherche sur cette maladie d'Alzheimer n'est pas encore assez développée, les centres ne sont pas encore assez mis au point, il y a plein de maisons, d'EHPAD où les gens sont seulement douchés 1 seule fois par semaine, je trouve ça vraiment ridicule, mais c'est pas forcément parce que les instituts ne veulent pas le faire, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de personnel pour le faire. Voilà, on est quand même dans une France qui vieillit de plus en plus. Si vous avez une passion pour aider les gens, mettez-vous dans le social et plutôt pour les personnes âgées parce qu'on en a de plus en plus besoin de vous les jeunes pour aider ces gens-là. J'aimerais qu'il y ait plus de gens pour s'occuper de mon papa et moi je vais faire le maximum pour descendre le plus souvent possible et le voir aussi. Pour profiter de lui au maximum. Ouais. Voilà, ça c'était une partie que j'avais vraiment envie d'aborder avec toi. Avec plaisir. Maintenant on va quand même passer à la partie, si je puis dire, Secret Story. Ok. Voilà, tu vendais des voitures, ouais. Tu m'avais dit que tu avais arrêté justement cette période-là. Et puis tu as été contacté. En fait, dans l'ordre chronologique, c'est que voilà, j'ai ma petite vie, je suis tranquille, je suis posé avec une copine que j'ai depuis 3 ans. J'ai l'impression d'avoir une vie cool, mais une vie à 8 sur 10, tu vois. Et je me dis, putain, si je dois mourir demain, ça me ferait chier d'avoir une vie à 8 sur 10. Tu vois. Je veux un truc à 12 sur 10. Je veux que tous les soirs, quand je me couche, je me dise, putain, aujourd'hui c'était génial, tu vois. Et pas, oui, demain il y a réunion, fait chier, faut que je me lève à 9h, oh, ouais, mon boss et tout. Mais c'est dur de prendre le cran de quitter un CDI, tu sais, t'as ta famille derrière qui dit, attends Julien, tu rigoles ou quoi? Genre les jeunes aujourd'hui, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'emploi, et toi t'as un CDI, tu dis au revoir. Tu quittes la sécurité en fait finalement. C'est ça. Que eux ont connu. Mais en fait, si tu restes dans cette sécurité, dans cette stabilité, tu te donneras jamais la chance d'essayer, tu vois. Parce que c'est pas en essayant 2 heures par soir, ou comme moi je le faisais en mixant le samedi-dimanche, que j'aurais pu devenir un super DJ international. Il faut aussi me mettre à fond. C'est aussi un concours de circonstances qui fait que j'ai eu de la chance, mais c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre. C'est-à-dire que vraiment, je quitte mon job, je quitte ma copine, je me concentre à fond dans la musique. Et là, je reçois un message sur mes réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Bonjour, c'est, je me souviens plus du prénom, mais de la société Endemol. On est en train de réaliser un casting, on serait intéressé de te rencontrer. Téléphone-nous à tel numéro. Je réfléchis 2 secondes. Endemol, je vais taper sur Google, je vois que c'est Secret Story. Enfin, c'est Secret Story et Miss France. Je me doutais bien. Miss France, voilà. Donc je rappelle, et puis les castings s'enchaînent, et voilà, je me présente avec Sophia. C'était une fille avec qui j'étais en couple, mais depuis pas super longtemps non plus. Ce qui m'a arrangé aussi, parce que je sais que dans ce genre d'émission, souvent tu arrives en couple et tu repars célibataire, c'était un peu mon cas d'ailleurs. Donc je pense pas que je serais allé dans cette émission si vraiment j'étais amoureux de Sophia. Mais comme j'avais des sentiments pour elle, je la trouvais cool, j'avais envie de tenter cette expérience, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, je me disais, c'est le moment ou jamais. Si... Tu sais, je crois beaucoup aux signes, et c'était tout s'enchaîner, tu vois, genre, j'aurais été débile de dire non. Je me suis dit, ça s'enchaîne, donc il faut que j'essaye. Je passe les castings, ils me prennent. Tu réalises pas, c'est au départ. Tu vois que tu tournes des génériques, des machins, des trucs, tu sais, c'est un monde que tu connais pas. Enfin, moi, je faisais de la musique, je vendais des voitures. J'avais jamais vu une caméra grosse comme ça, avec un travelling, là, tu sais, quand ils te font glisser une caméra,
le mec il faisait des travelling sur moi et je tapais des pauses et tout. Enfin, c'était un peu surréel si tu veux. J'avais jamais vécu cette situation. Et puis voilà, ça s'enchaîne petit à petit. Et puis un jour on me dit, bah voilà ton billet d'avion. À partir de cette date-là, on prend pas le retour. Cette date-là, ça va t'emmener à Paris. Tu seras en isolement pendant 3 jours avec un agent de sécu. Et ensuite tu rentres dans la maison. On peut pas t'en dire plus. Bonne chance. Pourquoi t'as fait Secret Story? C'était quoi tes raisons? Est-ce que c'était, clairement dit, hein, pour l'ego, pour l'argent, la notoriété, pour l'expérience sociale? Quelles étaient tes motivations? Pourquoi t'as fait ça? Si tu veux, moi j'étais pas un grand fan de Secret. Je me souviens avoir regardé des saisons. Mais après, j'étais pas un aficionado de Secret, si tu veux. Je passais pas mes soirées à essayer de trouver les secrets des gens et tout. C'était un truc qu'on regardait entre potes, on se prenait des pizzas, on regardait Secret, c'était cool. Mais si tu veux, Secret c'était quand même pour moi le truc au-dessus de toutes les autres téléréalités. Je t'avoue que j'avais déjà été contacté pour une autre télé-réalité. Ça avait pas donné suite et c'était pas plus mal. Franchement, je pense que c'était que Secret qui aurait pu me convenir. Et je me suis dit, regarde, j'ai pas d'emploi. Je suis DJ boîte de nuit, ok, à Cannes, mais c'était payé comme ci comme ça. Je savais pas, Cannes, tu sais, ça se termine en septembre. Ça commence avec le festival au mois d'avril-mai, et après ça continue pendant tout l'été, t'as les touristes, et en septembre, ça y est, ça commence à terminer. C'est la saison off, quoi. Voilà, la saison elle est finie. Moi, je peux plus travailler. Je travaillais 4 soirs ou 4 voire 5 soirs quand il y avait le festival par semaine. Ça me faisait le même revenu que quand je vendais des voitures. Mais si j'arrive en septembre et que je travaille plus que le vendredi et le samedi, c'est fini. Et puis le sud de la France, malheureusement, c'est pas encore assez développé. Il n'y a pas assez de soirées le mardi, le mercredi, le jeudi. Donc bref, je me suis retrouvé dans la merde. Donc j'avais prévu de partir à Londres. Et comme je t'ai dit, partir à Londres en septembre, partir à Londres en octobre, en novembre, c'était quasiment la même chose. Je me suis dit, c'est un signe du destin. Ils veulent me voir dans cette émission. Et je vais y aller. On va voir ce que je peux faire. Et puis c'est parti, on y va. Est-ce que tu aurais fait Secret Story si ça n'avait pas été médiatisé? Si tu gagnais de l'argent quand même ou pas? Non. Expérience sociale. Tu le fais ou pas? Je pense pas. Je pense que j'aurais plutôt cherché un travail. J'aurais pas eu le temps de partir 3 mois m'éclater avec des potes. À ce moment-là de ma vie, en tout cas, j'aurais pas consacré 3 mois s'il y avait rien à gagner. Ok, donc malgré tout, allez, en dehors du fait de on va voir ce qui se passe, etc., il y a quand même ce côté où tu te dis, bon, je vais le faire, mais après, en soi, ça me ramène de la thune, donc c'est cool. Ouais, il y a un côté argent, il y a quand même le gain à la fin, les 100 000 euros qui sont pas une somme non, négligeable, mais totalement. Voilà, après, le salaire dans Secret est nul. Hein. C'est-à-dire que si tu fais 2 mois et que tu sors, t'es payé au SMIC pendant 2 mois. Okay. Donc moi, par rapport à mon taf de vendeur de voiture, par exemple, j'aurais jamais quitté mon taf de vendeur de voiture pour aller faire Secret. C'est parce que là, t'étais dans un entre-deux en me disant, j'ai quand même... Voilà, j'avais rien, tu vois. Okay. Genre, pour moi, c'était une page blanche. J'avais quelque chose à écrire en septembre. Donc je me suis dit, vas-y, let's go. Si en septembre, je devais reprendre mon taf de vendeur de voiture, je serais resté vendre des voitures. J'aurais pas eu le temps. Je suis pas... En fait, je serais parti à Londres et là j'aurais testé, je serais tous les soirs, je serais allé voir des patrons de boîtes différents pour essayer de mixer à Londres, tu vois. Mais si Secret c'était juste une colonie de vacances, je l'aurais fait pendant 2 semaines, oui. Après avoir réussi à avoir ma situation, je serais parti 2 semaines me faire une expérience comme ça, pourquoi pas. Mais je pense que j'aurais demandé à un pote à moi de partir avec moi quand même pour... Parce que te lancer tout seul avec 15 personnes que tu connais pas, dans une maison enfermée pendant entre 1 semaine et 3 mois, faut avoir envie quand même. Et comment t'as vécu Secret et comment t'as vécu surtout l'après? Parce que tu restes 3 mois, t'es en isolement, c'est une expérience sociale où on te met des coups de pression malgré tout. Comment tu le vis toi pendant 3 mois et comment tu vis l'après quand tu reviens à la réalité et que tu reviens après avec tes proches? Je t'avoue que pendant cette saison j'ai assez chillé et j'ai réussi à m'en sortir comme ça, ce qui est plutôt pas mal. Moi je suis pas le genre de mec à me disputer avec tout le monde, je suis pas le genre de mec à me mettre en couple et à faire l'amour avec n'importe qui. Je t'avoue que j'étais pas du coup le type de candidat idéal pour faire une émission de télé-réalité. Et donc je me suis dit ce qui m'a fait kiffer en fait, c'est que dans Secret t'avais des missions, dans Secret t'avais des jeux. Et ça c'est le genre de choses qui m'ont aidé énormément pendant toute mon aventure. De une, à me donner des choses à faire, parce que c'est vrai qu'on se fait chier, je te dis voilà, désolé, je me fais vraiment chier. Donc heureusement que j'avais mes missions, je réfléchissais à comment faire ci, comment faire ça. Heureusement qu'il y avait des jeux parce que ça mettait du piment, ça mettait du peps. Oui, t'as une société de production qui est quand même derrière. C'est un business, ok. On n'est pas non plus là juste pour jouer au ballon autour de la piscine. Maintenant, Secret, je trouve, ont été assez chill, en tout cas avec moi. J'ai pas senti de pression particulière. Je me suis jamais senti forcé de faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire. J'ai pu être poussé par, tu vois, une petite voix de journaliste qui te dit allez Julien, fais-nous kiffer ce soir, c'est la fin de ta mission avec Darko, va lui faire un petit bisou dans le cou, tu vois. Mais aujourd'hui je comprends la stratégie, et puis après en ayant travaillé en plus sur la saison après de Secret, avoir fait ces 70 émissions en direct et avoir vraiment vécu la saison 11 comme vraiment, en fait c'est vraiment une famille et tu fais partie de l'équipe, j'ai vu les faces cachées, j'ai vu ce qui se passait derrière, qui tirait les ficelles et comment ça se passait pour l'émission et tout.
Et franchement, Secret, c'est une aventure exceptionnelle, autant pour les gens qui la produisent que pour les gens qui la réalisent. Moi, j'ai vécu les deux côtés et je te dis que franchement, c'est pas... Ça m'agace des fois un peu quand je... Mais je peux comprendre la vie des gens. Ça m'agace des fois un peu quand je croise des gens dans la rue qui me disent « Dis-moi, Secret, c'est tout du bidon. Genre, de toute façon, vous faites l'amour tout le monde avec tout le monde. » Et puis, en fait, ça, c'est les phrases que j'entends le plus. Mais je peux comprendre, tu vois. Mais à chaque fois, tu sais, je passe du temps avec les gens et je leur explique que non, c'est pas tout du bidon, que les votes sont bien réalisés avec un huissier, que même nous, les chroniqueurs, on savait pas le résultat, même 2 minutes avant, c'est l'huissier au dernier moment qui le dit pour qu'on puisse l'écrire sur le papier ou le prompteur de Christophe et qu'il puisse le révéler. Mais c'est vraiment, tout est fait au dernier moment. C'est Secret, en tout cas, je peux la défendre parce que c'est une émission qui me tenait un petit peu à cœur avant, même si j'étais pas un fan, qui m'a fait kiffer. J'ai adoré être dans cette saison et m'éclater pendant 3 mois dans cette maison. Certes, je me suis fait chier. Certes, j'avais plein de choses que j'avais envie de faire que j'ai pas pu faire parce qu'on nous bloquait, parce qu'on n'avait pas de téléphone, parce qu'on n'avait pas d'heure, parce que ils passaient pas nos musiques. C'était compliqué, mais j'en ressors avec des souvenirs plein la tête. Et même en ayant travaillé derrière, ça m'a pas dégoûté du truc. Et je trouve que vraiment c'est une expérience extraordinaire. C'est dommage que ça ne puisse pas continuer pour des raisons d'argent. Parce que produire Secret Story, ça coûte énormément d'argent. Quand tu sais que c'est jour après jour, que les gens montent l'émission la nuit, que tous les jours il doit y avoir une équipe de 5 sapeurs-pompiers présents, plus 2 médecins, plus les 20 cadreurs, plus... Ça coûte tellement plus cher à produire que aller tourner Les Anges dans une villa qu'ils vont louer pendant 1 mois et demi. Tu les mets tous dedans pendant 1 mois et demi et après tu diffuses ça pendant 6 mois à la télé. Alors que Secret, c'est 3 mois, jour et nuit, pour 3 mois d'antenne. Donc le ratio, si tu veux, il est vite rattrapé et ça coûte moins cher à produire des Anges ou des Marseillais que de produire un Secret. C'est dommage parce que c'était vraiment une émission qui me tenait à cœur et j'aurais aimé que ça continue encore aujourd'hui, tu vois. Et qu'est-ce que tu réponds, enfin pas qu'est-ce que tu réponds, mais en tout cas qu'est-ce que tu penses à ce moment-là de l'interview qui a été faite par Morgane, une des participants de Secret Story, j'imagine que tu en as entendu parler. Non. Tu l'as pas vu? Non. Ok, c'est une interview d'une des anciennes candidates de Secret Story, qui elle expliquait à quel point elle avait vécu une horreur, où elle disait que c'était déjà que c'était sale, que les gens faisaient exprès de faire attendre pour les médicaments, pour que les gens deviennent fous, qu'effectivement, bon ça tu l'as dit, qu'il n'y avait pas d'heure, qu'il n'y avait que 30 minutes de douche, et donc elle disait à quel point c'était une expérience vraiment horrible et que c'était truqué, et qu'un agent de la sécurité avait dit aussi que c'était truqué. Ok. Après, alors, chacun a son expérience, ouais, mais... bien sûr. Bah déjà, bon, j'étais pas dans la même saison qu'elle, genre, je peux pas t'assurer à 100% que sa saison était tout à fait clean, je sais pas comment ça se passe. Par exemple, pour les médicaments, moi franchement, à chaque fois que j'ai eu besoin, je me suis fait piquer une fois par une guêpe, c'était atroce. Je me suis fait piquer quand même. Et j'ai demandé à un médecin tout de suite, le mec est arrivé le plus rapidement possible. Faut se dire que quand même, t'es sur le toit d'un truc perdu à la plaine Saint-Denis où ils enregistrent tes émissions, t'es sur le toit du building où il n'y a jamais personne, où il faut passer 4 interrupteurs et digicodes pour y accéder pour pas que les fans de Secret puissent y accéder aussi. C'est un truc, c'est-à-dire que ça se trouve, elle a demandé ses médicaments un dimanche soir à 22h, mais elle sait pas l'heure qu'il est, elle se rend pas compte qu'il est 22h, le médecin il doit aller chercher un médicament à l'autre bout de Paname, le ramener. Enfin, moi je trouve que on a demandé des courses, on les avait, tu avais besoin de parler à un psychologue dans la demi-heure, soit tu l'avais au téléphone, soit tu la voyais. Il y a pas mal de choses qui ont été respectées, il y a des trucs non, comme par exemple les heures CSA, on nous dit que 2 heures par jour, tu as 2 heures par jour où tu peux faire ce que tu veux, ça sera pas filmé. Mais ils te disent qu'ils peuvent pas couper les caméras parce que pour des raisons de sécurité, toutes les caméras doivent rester allumées pour qu'il n'y en ait pas 2 qui s'entretuent pendant que personne ne le sait que c'est 2 heures CSA. Mais donc d'un certain côté, tu vois jamais les caméras qui s'éteignent et tu sais pas l'heure qu'il est. Donc à quel moment tu peux savoir, même si on te dit que tes 2 heures de repos CSA elles sont entre 11h30 et 13h30, tu sais pas quelle heure il est. Et comme les caméras ne s'arrêtent pas, c'est impossible de savoir si tu es en heure CSA ou pas. Et tu peux même pas profiter, même parce que tu sais absolument pas si tu es filmé ou pas. En fait. Voilà, moi j'aurais aimé que par exemple, on nous dise de temps en temps, voilà, on nous avait dit le samedi c'est un jour de repos, j'aurais aimé que vraiment le samedi on puisse faire vraiment ce qu'on veut pendant toute une journée. Moi j'essaie de comprendre et je pense qu'ils ont tout fait pour avoir un programme quand même qui percute. Il y a 45 minutes d'émissions inédites à sortir par jour, ça doit être super compliqué à produire. Et donc il faut des candidats qui donnent aussi de leur personne, qui comprennent qu'ils sont aussi filmés. Peut-être qu'elle a mal vécu son aventure et j'en suis désolé pour elle. Moi franchement j'ai été main dans la main avec les équipes de prod, c'est pas pour ça autant qu'ils m'ont aidé ou ils n'ont rien pu faire avec les votes ou quoi que ce soit. Mais quand ils me demandaient quelque chose et que je trouvais ça logique de le faire, je le faisais. Et c'était rare qu'ils me demandent de faire des choses que je trouvais illogiques. Ça a dû m'arriver une fois ou deux, je leur ai dit que j'étais pas d'accord, ils m'ont dit que c'était pas grave et on passait à autre chose. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que tu t'inspires certaines personnes. Tu fais vraiment partie du quotidien de certaines personnes. Ça fait plaisir ce que tu dis. Et t'inspires, mais c'est vrai, tu t'inspires certaines personnes.
C'est quoi pour toi ta part de responsabilité par rapport à ça? Moi, si tu veux, je regarde un peu mes stats. Je vois que j'ai des jeunes qui ont entre 13 et 17. Ma majorité, c'est pas ça, hein, tu vois, c'est plus 17-30, tu vois. Mais je vois quand même qu'il y a des jeunes qui me suivent. J'essaye en fait, pas forcément de les influencer à faire quoi que ce soit, mais en tout cas, je suis un être humain comme tout le monde. J'ai des mauvais côtés. Il y a des choses, par exemple, ça m'arrive de fumer une cigarette. Mais tu me verras pas dans une story Instagram fumer une cigarette. Parce que je veux pas montrer aux gens que je fume des cigarettes, parce que je veux pas les influencer à fumer des cigarettes, tu vois. Autant que je vais aller en boîte de nuit, il y a peut-être une bouteille d'alcool qui va arriver sur ma table, et je vais pas filmer la bouteille d'alcool arriver sur ma table. Parce que en fait, je sais qu'il y a des enfants qui regardent et je veux pas qu'ils se disent alors c'est quoi d'avoir 25 ans aujourd'hui? C'est quoi? Imaginons qu'ils m'idolâtrent un petit peu et qu'ils se disent j'aimerais bien avoir la même vie que Julien par exemple. Je suis un DJ, là aujourd'hui j'ai 18 ans, j'ai envie à 25 ans d'être comme Julien. Bah, j'ai pas envie qu'ils se disent que être heureux comme je le suis et avoir la vie que j'ai, c'est de boire des bouteilles d'alcool et de fumer des cigarettes, tu vois. J'ai plutôt envie qu'ils me voient, aller faire de la radio, me déplacer à gauche à droite, faire des cours Florent, aller à la salle de sport 5 fois par semaine, aller voir mon père, tu vois, aller dans un mixé à gauche, à droite, partager ma musique, aller à leur rencontre, faire des meet-up, tu vois, j'ai plutôt envie de leur donner ce truc-là parce que si je peux aider des jeunes à soit tenter de devenir un artiste et de vivre de leur passion, ou soit grandir dans le même univers qui est le mien, c'est-à-dire la musique, ou même s'ils veulent faire de la télé, parce qu'il y en a peut-être qui me regardent parce qu'ils m'ont vu à la télé et qui se disent j'aimerais faire de la télé aussi. En fait, depuis le début, je pense à ça, je pense à l'influence que je peux donner sur les jeunes et j'ai pas envie de leur donner une mauvaise image. Moi, je veux me coucher le soir en me disant que tous ceux qui m'ont suivi aujourd'hui, qui ont regardé mes stories, soit je les ai fait rire, soit je leur ai donné des nouveaux tracks parce que des fois je marque les chansons que j'écoute, soit je les ai fait avoir, je sais pas, un petit feeling pour mon chat parce qu'il est trop mignon, ou tu vois, j'essaie de leur donner quelque chose, mais dans tous les cas que ce soit quelque chose de positif. Tu vois. Et si tu pouvais aider quelqu'un avec ta notoriété, tu ferais quoi? Je t'avoue qu'il y a 2 petites que je vais voir souvent à l'hôpital des enfants à Paris, c'est pas loin de chez moi. Et je vais souvent les voir, c'est un truc que je fais parce que tu vois, elles m'ont connu par rapport à la télé et elles sont vraiment trop cool. Et en fait, c'est un bonheur. En fait, c'est pas moi qui leur fais plaisir, c'est elles qui me font plaisir, tu vois, je te dis la vérité. Quand je vais les voir à l'hôpital, je passe un super moment. Je les prends souvent en live avec moi, je les adore, ces 2 petits. Sacha et Joey, je vous fais plein de gros bisous les filles. J'ai aussi aidé une association qui s'appelle l'association Adrien, qui défend les enfants hospitalisés. Parce que pour eux, les enfants sont un peu comme des super-héros. Parce que je peux t'avouer qu'il y a pas mal d'enfants qui souffrent, qui ont des maladies et qui ne se plaignent pas. Contrairement à certains adultes qui sont aussi malheureusement malades, mais les enfants c'est un peu des super-héros, ils sont toujours positifs, ils ont toujours le smile. Tu vas aller voir dans les hôpitaux, ils rigolent avec toi, ils sont... Putain, et cette association Adrien défend tous les enfants dans les hôpitaux pour justement permettre de faire plus de rencontres, tu sais, ramener des clowns dans les hôpitaux, ramener des super-héros, eux ils viennent déguisés en super-héros. Et je me souviens avoir fait une soirée avec eux l'année dernière où ils m'avaient fait des dessins, il y en a un qui m'a joué de la guitare pour me montrer qu'il aimait la musique. Et voilà, en fait, dès que je peux faire quelque chose, je le fais. Après, je reçois souvent des emails d'associations, je peux pas forcément être partout, faire tout, mais c'est quelque chose que je veux garder et continuer de prolonger, et c'est quelque chose qui m'apporte du bien. Je le fais pas pour mon image, je m'en fous, tu vois, il y a des trucs que je fais où je le raconte pas aux gens parce que j'ai pas envie juste de dire, vous voyez, aujourd'hui j'ai donné de l'argent à ce sans-abri, ou aujourd'hui j'ai aidé cette dame à traverser, tu vois, je m'en fous, j'ai pas besoin de le montrer. Ouais, je le fais pour que moi je me sente bien, si tu veux. Je pense que la vie c'est un truc que tu donnes et que tu reprends, et plus moi je donne, mieux je me sens bien parce que je me dis que le lendemain je vais prendre du bonheur dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi c'est un échange, je crois beaucoup au karma, ce genre de truc. Enfin bref, on va pas rentrer dans les discours. Mais je suis d'accord avec ça, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour moi c'est comme ça que ça doit être. Et donc si je peux influencer les gens à faire la même chose que moi, c'est du bonheur, c'est vraiment cool. Pour moi Instagram c'est une façon juste de partager ma musique, de montrer qui je suis et ce que j'ai envie de faire, mais aussi d'influencer des gens à être plus positif, à sourire plus, à plus aller vers les autres, à plus kiffer leur vie. Voilà, si je peux les aider quelque part, et quand je vois des messages, merci à tous ceux qui m'envoient des petits DM en me disant Julien, je viens de regarder tes stories, tu me fais trop rire. Julien, j'étais en bad et aujourd'hui je viens de voir tes stories, ça me fait rigoler, je suis content. Merci parce que c'est vous qui me donnez la force et l'envie de le refaire le lendemain. Donc voilà, c'est un échange comme je vous disais. Quels sont, si tu devais mettre 3 mots sur ton parcours, ce serait lequel? Je dirais de la chance. Tu vois, je peux pas faire le mec en disant oui, quand tu travailles ça paye.
J'ai pas travaillé pour recevoir un message de Secret et tu vois, quand j'étais dans la maison, je suis juste resté moi-même. Alors oui, j'ai fait mes jeux, j'ai joué mes missions, mais je vais pas te dire que c'était un travail d'essayer de jouer, de faire une mission gay avec Darko, tu vois ce que je veux dire. Donc je dirais de la chance, du bonheur, parce que vraiment ça fait 3 ans que je souris tous les jours. Et il peut m'arriver des merdes, j'en ai eu des merdes depuis ces 2 ans et demi, 3 ans. J'ai pas eu que des super beaux jours, mais quoi qu'il arrive, quand je regarde ma communauté, quoi qu'il arrive, quand je vois le chemin parcouru et que je me rappelle, voilà, quand j'étais là, que j'allais tous les matins, j'allais bosser et je me disais putain, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ma vie? Et qu'aujourd'hui, j'ai franchi ce step. Mais maintenant, par contre, j'ai toujours envie de plus. Hein. Donc, c'est pas fini. J'espère qu'on refera cette interview dans 1 an et je te dirai putain, depuis 1 an, je fais que de sourire tous les jours. Mais ouais, bonheur. J'ai plus qu'un mot, je dirais un truc à respecter, de rester soi-même. Parce que ça soit dans la musique, que ça soit sur les réseaux sociaux, vous pouvez pas mentir très longtemps. C'est-à-dire que vraiment, ça vous mènera nulle part. Moi, en fait, j'ai pas envie de réussir en étant quelqu'un d'autre parce que ce serait pas moi qui réussirais, en fait. Donc, si aujourd'hui, je dois encore plus percer que ce que je l'ai fait, si je dois faire le tour du monde grâce à la musique ou avoir 1 million de followers sur Instagram, je les aurais eu juste en étant moi-même. Et je vais pas faire exprès de faire des choses ou me comporter différemment pour les avoir parce que ça sert à rien d'avoir une réussite si c'est pas la tienne parce que tu t'es forcé à être quelqu'un d'autre en fait. Donc ceux qui aiment, par exemple, je sais pas, le style gothique, vous forcez pas à devenir en jean basket. Vous aimez le truc gothique, restez comme vous êtes et justement démarquez-vous des autres. C'est ça qui est plus intéressant. Donc on va aller chercher la différence plutôt que de chercher à être dans tout le monde parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut montrer ses fesses sur Instagram pour avoir des followers, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux être drôle, tu peux être sympa, tu peux être créatif. Voilà, c'est ça la clé. C'est plus ça que de montrer ses fesses ou je sais pas, de faire de la musique commerciale parce qu'on sait que ça va vendre des disques. Je suis désolé, alors oui, tu vas vendre des disques. Et puis après, dans 5 ans, tu retourneras à ton tas d'avant parce que tu auras vendu des disques, mais tu seras tellement menti que sur ton 2e album, il ressemblera pas au premier parce que tu te diras maintenant avec ma thune, je vais faire ce que j'ai envie de faire et puis ça marchera pas parce que les gens qui te suivaient pour le premier, ils vont pas te suivre sur le 2e. Donc fais ton premier album comme tu as envie de le faire. Et fais un 2e, et un 3e, et un 5e, et un 10e. Si le 10e il marche, t'as tout gagné. Et tu peux en faire 40, les gens ils te suivront. Voilà. C'était Julien Gelbel, merci. Tes 5 valeurs dans la vie. Il y a un truc qu'on m'a appris depuis que je suis jeune, c'est la politesse. Les garçons, vous devez ouvrir la porte des Uber des filles, c'est très important, et la refermer derrière. Autant que dire bonjour à toutes les personnes de votre immeuble ou de votre résidence, c'est très important. Et moi des fois je m'énerve pas, mais ça m'arrive de faire des bonjour, bonjour, tu vois. Parce que je te jure, pour moi si on habite dans le même immeuble ou si on habite dans la même résidence, on se doit de dire bonjour. C'est très important. Donc la politesse. Rester soi-même, ok oui ça, je viens d'en faire 20 minutes, alors les gars si vous avez pas compris. Ouais, rester soi-même, c'est une valeur qui te portera loin. Même s'il y a des gens qui vont pas t'aimer, ceux qui t'aiment ils t'aimeront vraiment, c'est ça qui est important. J'ai une valeur que j'aimerais avoir beaucoup plus, c'est la persévérance. Je vous avoue que moi, quand je travaille sur un track et que ça fait 3 heures que je suis dessus, et je ferme mon ordinateur et je vais faire autre chose et puis je reviens le lendemain et je recommence tout à zéro. Alors que si j'étais peut-être un peu plus persévérant, j'arriverais peut-être à sortir plus de tracks que ce que j'en ai sorti pour le moment. Donc la persévérance, c'est important. Une valeur sentimentale, t'es c'est parti. Non, l'amour pour moi, il n'y a pas que le taf dans la vie. Là, on a parlé beaucoup de taf. Mais quelque chose de très important, c'est l'amour, que ce soit pour vos proches, que ce soit pour vos relations, copines ou quoi. Franchement, pour moi, la vie ne vaut pas d'être vécue si tu tombes pas amoureux. Alors après, il y a des mecs comme moi qui sont à la recherche de leur femme de leur vie. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'être à la recherche de la femme de sa vie non plus. Mais ouvrez-vous à l'amour, même si des fois ça fait chialer. Je pense que c'est important. Je pense que on doit tous passer par ces étapes pour grandir, pour mûrir, pour savoir ce qu'on veut. Voilà, ne freinez pas ça. Je pense que l'amour c'est une chose qui est belle, c'est une chose qui est aussi rare. Donc quand ça arrive, ouvrez grand votre cœur. La gentillesse, oui, je peux te reprendre là-dessus. Parce que ça coûte rien d'être gentil, franchement. Autant que ça coûte rien d'être méchant, mais franchement je préfère être gentil face à 1000 personnes qui sont méchantes avec moi. Je passe une meilleure journée en fait que si j'étais méchant avec seulement 2 personnes qui étaient gentilles avec moi. Tu vois, je sais pas comment dire.
Quand des fois je souris, je sais pas, je suis au supermarché, je fais mes courses. Ok. Et il y a une grand-mère qui est un peu pressée, tu vois. Et je la laisse passer et je lui fais un grand sourire, tu sais, mais un peu un petit sourire d'enculé, mais je lui fais un grand sourire, genre allez-y madame, tu vois ce que je veux dire, et qu'elle me regarde mal. Bah, je regrette pas d'avoir souri, tu vois, je me dis pas ouais j'ai souri, elle m'a mal regardé. Et je me dis bah c'est pas grave, peut-être qu'elle va. Ce que j'espère en fait c'est que pendant ces 5 mètres où elle se dit je l'ai mal regardé alors qu'il m'a souri, elle y réfléchisse et qu'elle se mette à sourire à une autre personne qui l'a regardé mal peut-être plus loin, tu vois ce que je veux dire? Un peu transfert d'onde positive, un peu d'énergie, enfin de tout Ouais. fait, quoi. C'est ma mère aussi qui me. Ma mère c'est full bouddhisme, onde positive et tout. Mais ouais j'y crois, la loi de l'attraction, je pense que si t'es positif, si t'es souriant, si t'as envie de faire des choses, tu dégages une énergie qui fait que les autres ont envie de te suivre, ont envie de faire des choses avec toi. Moi j'ai jamais eu autant de soirées que quand j'ai eu beaucoup de soirées. Je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, si t'as rien, tu fais rien, tu restes chez toi, t'auras rien. Maintenant, dès que tu commences à en avoir une, deux, trois, boum, les gens ils voient que t'en as, toi t'es content d'en avoir, du coup tu leur dis mais frère j'ai plein de soirées, eux ils te disent mais putain je te veux sur la mienne, alors si t'en as plein il faut que tu sois là. Et puis boum, tu peux partir de 0 soirée pour arriver à plein de soirées, tu vois, c'est pas parce que tu vas me dire oui bah alors moi j'ai pas de soirée, comment je vais faire? Non. Tu commences par une petite, mais t'en parles, tu te dis je vais mixer là, je suis trop content, et même toi-même tu te persuades que c'est la meilleure soirée de ta vie. Et de une, tu vas en faire 100. Et après, il n'y a pas de suite. C'est de l'attraction, ouais. C'est la positivité. La positive attitude. Non, je sais pas, mais ouais. En tout cas, ça t'apportera rien de rester dans ton coin et de faire la gueule, donc arrête tes conneries, parce que moi je te ferai des grands sourires. Et bah, la dernière, que je demande vraiment à tout le monde, c'est ta phrase de vie. Quel est ton mantra que tu suis dans ta vie? Si tu souris pas, la vie elle te sourira pas, c'est tout. Donc sur le moment positif, c'est sourire à la vie et la vie te sourira, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'on peut être heureux juste en se regardant dans un miroir et en souriant. Je pense que si tu passes juste une fois par jour, 30 secondes à te regarder dans le miroir et à sourire, t'es plus heureux. Je suis même sûr. Rien que de se faire ça, ça te rend plus heureux, je te jure. On dirait que je suis un psychopathe, mais je te jure que ça existe. Je te jure que ça existe. C'est tellement simple. Et oui, alors, c'est facile. C'est toujours le mec, tu vois, il est sur un lit d'hôtel, il va mixer dans une soirée, il gagne sa vie, il fait ce qu'il veut de sa vie, il s'éclate. C'est lui qui va te dire comment être heureux. Ok, je suis d'accord, c'est nul comme théorie. C'est pas comme si je venais vraiment d'un truc de merde et tout. Moi, ça s'est toujours assez bien passé pour moi, mais je pense que c'est à la portée de tout le monde. Et je pense que n'importe qui peut aussi. Il y a des gens très riches qui ont tout, qui sont très malheureux. Autant qu'il y a des gens très pauvres qui sont super heureux. C'est juste une question de comment tu réfléchis, comment tu vois la vie et comment tu as envie d'être. Franchement, il faut pas chercher le bonheur. Il faut juste se convaincre qu'on va l'avoir. Attends, j'ai des crampes. Elles sont sympas mes chaussettes au fait, on n'en a pas parlé. Tu aimes bien? Non, tu les aimes pas? Ok. Écoute, elles sont originales. Et entre nous, j'aime beaucoup l'originalité, donc on va dire qu'elles sont sympas. Merci. T'as de la chance, j'ai pas ramené la cheville de dragon, mais elle était pas loin.